La Constitution est définie sous deux angles. Sur le plan matériel, c'est l'ensemble des règles juridiques qui déterminent le statut de l'État, c'est-à-dire ses différents organes, le mode de désignation de ces organes, leurs compétences, les rapports entre ces différents organes, mais aussi les rapports entre les organes et les populations, donc les citoyens. Alors, d'un point de vue formel, la Constitution est définie comme l'ensemble des règles qui ont une valeur juridique supérieure à celle de toutes les autres normes qui peuvent être produites dans l'État ou à l'extérieur de l'État. Et ici, la Constitution devient ce qu'on entend souvent la norme fondamentale, la norme mère. Vous l'aurez compris, la Constitution, dans un État, c'est la loi suprême, la loi qui organise l'ensemble des institutions et qui fixe le cap au niveau de leurs compétences ou de leur mode de désignation. Alors, naturellement, on a entendu ici et là que nous sommes, avec la nouvelle Constitution, nous passons à la Deuxième République, ce qui n'est pas vrai, parce que les constitutions, nous les avons déjà connues depuis avant même l'indépendance. En 59, on avait eu une première constitution, en 1960 la deuxième, en 1961 la troisième, et donc la constitution de 1991, c'est la quatrième constitution du Gabon. Alors, cette constitution, vous l'avez rappelé, est issue, on va dire en partie, n'est-ce pas, des conclusions de la conférence nationale. Mais tout le monde sait très bien que cette constitution n'avait pas reproduit l'ensemble de ces recommandations parce que la conférence nationale n'était pas souveraine. Alors, donc, cette constitution qui a commencé donc à s'appliquer en 1991 mettait en place initialement un régime, on va dire, semi-parlementaire, c'est-à-dire qui combinait les éléments du régime parlementaire et du régime présidentiel. On avait donc un chef de l'État élu au suffrage universel avec un Premier ministre donc qui était responsable devant lui et devant le Parlement, alors avec tous les mécanismes du régime parlementaire qui s'imposaient ici. Mais au fur et à mesure que on appliquait cette constitution, il y a eu, n'est-ce pas, de très nombreuses modifications. Plus précisément, il y en a eu 9 modifications de la constitution qui ont dénaturé de manière excessive et sensible, n'est-ce pas, le régime initialement prévu par la Constitution de 1991. Et puis donc, à la fin, on arrive à un régime hyper présidentialiste, c'est-à-dire qui déséquilibrait, n'est-ce pas, les pouvoirs au profit du chef de l'État. Les autres institutions n'ayant plus, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir agir de manière efficace et d'assurer ainsi l'équilibre des pouvoirs. Voilà donc le contexte dans lequel on arrive au 30 août avec donc la prise du pouvoir par le CTRI et qui nous conduit, n'est-ce pas, à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Alors, il y a toujours des étapes fondamentales dans l'évolution de n'importe quel pays. Alors, si nous prenons l'étape qui avait conduit, n'est-ce pas, à la Constitution de 1991, on sortait d'un régime de parti unique pour passer à autre chose, n'est-ce pas, en mettant en place un système démocratique, il a fallu, n'est-ce pas, une conférence nationale et l'adoption d'une nouvelle constitution qui devait poser les bases de ce nouveau régime qui était mis en place. Alors, je l'ai dit il y a un instant, le régime de la constitution de 1991 ayant été perverti, ayant été complètement domestiqué dans le sens que les mécanismes et les verrous qui avaient été mis en place initialement avaient été démantelés par les multiples révisions de la Constitution. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a permis, n'est-ce pas, au CTRI de prendre le pouvoir, à partir du moment où le système était déjà verrouillé. Mais le verrouillage avait commencé par la Constitution, dont la dernière révision date d'avril, n'est-ce pas, 2023, c'est-à-dire quelques mois seulement avant l'élection présidentielle. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment, il n'était plus possible, n'est-ce pas, de continuer avec un système verrouillé qui neutralisait l'ensemble des institutions et qui profitait en réalité à un individu,
le chef de l'État ou à ceux qui étaient censés agir en son nom. Vous voyez, à partir de ce moment, il n'était plus possible de continuer avec la même constitution. Il fallait donc marquer une rupture, n'est-ce pas, avec l'ancien système et créer, n'est-ce pas, les conditions d'une nouvelle donne constitutionnelle pour marquer, n'est-ce pas, le passage d'un régime ancien à un régime nouveau. Et nous y sommes, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette nouvelle constitution. Je voudrais d'abord rappeler un certain nombre de points, notamment sur la formulation originelle de cet article, qui était d'abord l'article 53, devenu aujourd'hui l'article 43. Alors, il y avait, n'est-ce pas, une volonté pour les Gabonais, eh bien, de renforcer les conditions d'éligibilité du chef de l'État, pour que n'importe qui ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Alors, donc, les conditions étaient particulièrement rigides. Il fallait être Gabonais, né des deux parents, eux-mêmes nés Gabonais. Alors, donc, vous voyez que c'était extrêmement rigide. Ensuite, il fallait donc avoir un conjoint gabonais, né de parents gabonais. Il fallait avoir un certain âge, 35 à 70 ans. Ensuite, il fallait, n'est-ce pas, parler une langue. Il fallait avoir une seule nationalité. Et si vous en avez deux, vous devriez y avoir renoncé quelques années en avant. Ensuite, il fallait, n'est-ce pas, naturellement, comment dire, avoir une santé physique et mentale qui devait être attestée par un collège désigné par la Cour constitutionnelle. Voilà, disons, les différentes conditions, les critères qui avaient été mis en place initialement. Alors, ce qui a bougé, ce n'est pas les autres, mais c'est la première condition. La première condition qui indiquait qu'il fallait avoir les deux parents gabonais, eux-mêmes nés gabonais. Alors, cette condition a été, on va dire, assouplie. Désormais, ce qui est prévu, c'est que maintenant, il faut que le candidat ait au moins un Gabonais, un parent gabonais, né donc gabonais. Alors, à partir de ce moment, on comprend que ça peut susciter quelques inquiétudes, puisque la première formulation dérive, n'est-ce pas, des résolutions du dialogue national inclusif. Alors, c'est vrai, il y a eu beaucoup de débats sur la question, d'abord au sein du comité constitutionnel national, ensuite un peu plus au niveau du Parlement, avant que, n'est-ce pas, le président n'intervienne par des arbitrages avec cet objectif, c'est, n'est-ce pas, de mettre les Gabonais au même niveau d'information, mais aussi les dispositions de la Constitution ne doivent pas avoir pour objectif de diviser les Gabonais. C'est pour cette raison que le président, en revenant un peu sur un passé récent, eh bien, a eu, n'est-ce pas, à arbitrer pour trancher, n'est-ce pas, cette solution finale, n'est-ce pas, qui a été retrouvée, à savoir que, eh bien, il faut avoir au moins un parent gabonais. Alors, pourquoi ça? Mais c'est parce que, comme je le disais, un passé récent nous rappelle, en 2016, que celui que les Gabonais avaient plébiscité n'avait pas les deux parents gabonais, nés eux-mêmes gabonais. J'ai cité Jean Ping. À partir du moment où, eh bien, les Gabonais ont eu à plébisciter, s'il n'y avait pas eu ce que nous avons connu, il aurait bien dirigé le pays. Alors, à partir de ce moment, eh bien, le président, dans le cadre donc, du séminaire gouvernemental, a estimé que la Constitution, c'est aussi l'histoire d'un peuple. Et l'histoire récente de notre pays montre clairement que, eh bien, le fait pour Jean Ping de ne pas avoir des deux parents gabonais ne constituait pas un problème. Vous voyez? Et à partir de ce moment, eh bien, le président a estimé qu'il appartiendra par la suite au peuple, eh bien, de décider. Comme le peuple a décidé en 2016, eh bien, le peuple pourrait décider peut-être une autre fois demain. Et si le peuple estime que, eh bien, tel ou tel candidat, parce qu'il a un parent étranger, pourrait constituer un obstacle, n'est-ce pas, au fonctionnement du système politique actuel, eh bien, les Gabonais choisiront celui qui a les deux parents nés eux-mêmes Gabonais. À mon avis, la principale faiblesse de cette Constitution, c'est que, à certains niveaux ou à certaines étapes, eh bien,
malheureusement, il n'a pas été tenu compte de certaines recommandations fortes du dialogue national inclusif. Pour moi, c'est une première faiblesse. La deuxième faiblesse, peut-être qu'on ne pourrait pas déterminer maintenant, on ne peut pas voir les conséquences tout de suite. La deuxième faiblesse, où c'est plutôt une interrogation, est de savoir, c'est bien beau toute cette architecture, c'est bien beau toutes ces règles, etc. Mais est-ce que les acteurs vont être à la hauteur pour maintenir les équilibres, pour maintenir le système dans son fonctionnement démocratique? C'est plutôt une interrogation. Mais cette interrogation m'amène aussi à donner quand même quelques éléments de réponse, en indiquant que je reprends ici les propos que j'ai énoncés dans un ouvrage, Démocratie, sans culture démocratique, n'est que ruine du système démocratique. Constitution, sans culture constitutionnelle, n'est que ruine du système constitutionnel. Vous voyez, si les acteurs, n'est-ce pas, ne sont pas imbibés de cette culture constitutionnelle, de cette culture démocratique, eh bien, je crains fort, eh bien, qu'au lieu d'un régime présidentiel, il n'y ait le glissement qui est souvent quasi systématique, n'est-ce pas, à un régime présidentialiste et donc de déséquilibre des pouvoirs. Alors, je voudrais parler de deux droits fondamentaux importants qui ont été, n'est-ce pas, des points forts, des points clés, des recommandations fortes, eh bien, du dialogue national inclusif. Alors, ces deux droits fondamentaux, il y a d'abord, un, le droit d'accès permanent à Internet. Alors, si vous regardez le rapport du dialogue national inclusif, eh bien, ce rapport insiste sur ce point parce que les Gabonais sont attachés à ce droit qui, pour eux, devient fondamental. Le deuxième droit, qui est tout aussi fondamental, eh bien, c'est celui, n'est-ce pas, du titre foncier réservé exclusivement aux Gabonais. Alors, ces deux droits, n'est-ce pas, qui ont été, n'est-ce pas, fortement recommandés par les populations, eh bien, avaient d'abord été intégrés dans la Constitution avant que, n'est-ce pas, dans le processus, n'est-ce pas, de transmission entre les différents organes, il y ait eu, n'est-ce pas, des arbitrages qui, au final, ont estimé qu'il ne fallait pas les mettre dans la Constitution, mais qu'il fallait plutôt renvoyer à des lois. Alors, comment les populations vont apprécier ces différents éléments? Je ne peux pas vous donner une réponse, mais à mon avis, ce sont là deux éléments de régression parce que je pense qu'il s'agissait là d'une originalité gabonaise de consacrer dans la loi suprême du pays, eh bien, ces deux droits fondamentaux parce que les Gabonais y sont fortement attachés. Je pense que lorsqu'on écrit un texte ou lorsqu'on est, comment dire, participant à l'élaboration d'un texte de loi, ce qui est d'abord important, c'est de savoir si les mécanismes qui ont été mis en place permettent d'arriver, 1, à mettre en place un système démocratique, 2, à un état de droit, 3, à un équilibre des pouvoirs. Sur ces 3 points, je peux vous dire que je suis satisfait du travail qui a été fait. Alors, satisfait, mais peut-être pas entièrement, parce que, je vous l'ai dit il y a un instant, il y a, n'est-ce pas, ces deux droits que j'estimais être extrêmement importants parce que c'était une forte demande des populations. Je pense que ces deux droits, n'est-ce pas, auraient permis à la Constitution gabonaise d'être non seulement plus dynamique, mais aussi plus originale. Vous voyez, et pour moi, c'est une grande faiblesse que dans cette Constitution, les populations ne vont pas retrouver ces deux éléments-là. Certes, ça peut se retrouver dans une loi, mais je pense qu'il y a des moments dans l'histoire des sociétés où des droits importants ont été tellement revendiqués, ont été tellement, n'est-ce pas, appréciés par les populations qu'on ne peut pas les mettre ailleurs que dans la Constitution. Je ne pense pas que les populations soient, on va dire, perdantes
n'est-ce pas, de cette Constitution. Il faut savoir que, peut-être que j'ai oublié de le dire aussi, hein, dans le cadre d'un système démocratique, et notamment dans la prise des décisions qui était la nôtre, que ce soit dans le cadre du dialogue national inclusif, que ce soit au niveau du comité constitutionnel national, au niveau du Parlement, au niveau du séminaire gouvernemental, le principe qui avait été retenu un peu partout, c'est le mode de prise de décision, soit par consensus, soit par le vote. Alors, le principe démocratique aidant, à partir du moment où certaines décisions ne peuvent pas être prises par consensus, on passait au vote. Et une fois que le vote est fait, eh bien, c'est la majorité qui l'emporte. Alors donc, dans le cadre de la prise de décision, notamment sur les différents points sur lesquels nous sommes en train de discuter, il faut respecter le principe démocratique. Rien ne nous dit que plus tard, ces droits qui ont été mis sous la forme législative ou qui seront mis sous la forme législative ne vont pas revenir en force pour cette fois-ci, eh bien, prendre toute leur place dans la Constitution. Donc, on va dire que ce n'est que partie remise et qu'il ne faudrait pas, comment dire, s'alarmer parce qu'il y a deux droits. Les citoyens ont bénéficié d'autres droits importants. Voilà, donc je pense qu'il y a ici matière, n'est-ce pas, à rassurer la population que cette Constitution renferme beaucoup de choses intéressantes et d'ailleurs, les propositions qu'elles-mêmes, elles ont faites.